Bonjour à tous et merci, aux API Days de me permettre de vous présenter aujourd'hui. Hem, donc je vais commencer par me présenter. Donc bonjour, je m'appelle Charles Marchand, donc je suis manager et full stack lead développeur à Neoxia, Deloitte Business depuis 2018 et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est comment les standards d'API peuvent aider les utilisateurs d'API et les développeurs back-end dans leur développement. Pour ce faire, je vais pas vous faire un cours de comment les standards peuvent vous aider, mais je vais plutôt prendre le sens inverse, c'est comment ne pas respecter les standards peut vous embêter dans vos développements, que ce soit en tant que développeur back-end ou en tant que consommateur d'API. Donc, le plan va s'organiser comme ça. Donc, je vais faire une petite introduction sur les standards. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va prendre plusieurs, on va dire, groupes de standards et on va à la fois voir ce qu'ils nous disent et des exemples de ce que j'ai vu dans ma petite carrière de 5 à 6 ans et de comment le fait de ne pas les respecter a embêté, que ce soit les développeurs ou moi-même. Donc, on va commencer avec une petite introduction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'un standard API. Il m'a répondu à un texte énorme, très long. Je vous ai mis un petit extrait et j'ai mis en gras ce qui me paraissait pertinent. Donc, un standard API, c'est juste. C'est un ensemble de règles, de conventions qu'on met en place qui permettent donc de mettre en commun les formats de date, pas les formats de data, excusez-moi, d'authentification et autres, pour permettre la collaboration sur le développement de software. Je suis plutôt d'accord avec ce que ChatGPT vient de nous dire. J'étais pas trop d'accord avec le suite, donc je vous ai mis ça. Et je pense que ça fait une bonne base pour commencer. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout d'abord par le premier standard, donc sur la naming des URL et les méthodes HTTP. Donc, je vous affiche le standard, qui est donc, vous connaissez tous, je suppose. On va commencer donc avec le listing, le get one, creation, etc. Donc, vous connaissez le CRUD d'une entité tel qu'on l'entend dans les conventions, avec le double get, post, patch, delete. Et donc voilà. Et globalement, ce que je vois régulièrement, enfin ce que j'ai beaucoup vu dans ma carrière, c'est de spécifier dans les URL directement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de préciser le create, de préciser le list, ou même carrément de se tromper de méthode, mais du coup, c'est pas grave parce que je le précise dans l'URL. Alors, c'est pas trop grave, c'est ennuyeux quand on est développeur parce qu'on est obligé de relire la doc à chaque fois parce qu'on n'est pas sûr de comment il faut créer un objet. Est-ce qu'il faut que j'aille dans le new? Est-ce qu'il faut que j'aille dans le create? Je ne sais pas. C'est pas trop grave, mais c'est embêtant, notamment pour la rentrée sur le projet. Mais le problème, c'est que ces erreurs-là vont souvent de pair avec les deuxièmes, c'est l'inconsistance des routes pour les différentes entités de l'application. Et à ce moment-là, ça devient très problématique parce que si je ne sais pas si sur une entité c'est un create et sur une autre c'est un new, et que je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça bloque complètement les traitements génériques côté consumer d'API. Et là, c'est un problème. Je vous l'ai mis aussi dans l'exemple. J'ai vu aussi régulièrement des ID dans le body et des ID dans l'URL ou dans les query parameters qui fluctuent en fonction des routes. Et c'est le même principe, le même topo. C'est impossible de faire un traitement générique sur un truc qui n'est pas générique. Voilà, donc c'est le premier truc que je voulais vous remonter. Et celle-là, c'est un petit point que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que je voulais aussi partager avec vous, qui me semble important. J'ai développé, donc, il y a plusieurs années de cela, une application, et j'ai pas utilisé l'UID pour définir mes rôles dans mon API. Et j'avais utilisé l'UID pour définir des users. Donc là, je vous ai mis un ID, mais c'est un UID dans mon code. Et je me suis trompé sur l'authentication, toutes des erreurs, et du coup, un test nous a montré que n'importe qui pouvait modifier le rôle admin. Ce qui est un problème, le faites pas chez vous. Mais du coup, les users aussi, tout le monde pouvait les modifier. Mais vu qu'on avait utilisé un UID, personne ne pouvait lister les users parce qu'on avait bien fait les droits sur cette partie-là. Et du coup, ça ne devenait plus une critique, mais une mineure, parce que personne ne retrouvait l'UID de mon utilisateur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pas ne faites pas d'authentification, faites des UID, enfin d'autorisation, faites des UID, mais plutôt essayez de faire des UID
pour ce que si jamais vous vous ratez sur l'autorisation, au moins, ça peut vous couvrir. Même s'il faudra quand même résoudre l'erreur à un moment, c'est bien de pouvoir réduire un petit peu le risque. Voilà un petit peu pour le naming et les méthodes. Ensuite, je voudrais qu'on regarde un deuxième standard qu'on a tous vu dans les API, notamment au niveau du filtre, du tri et de la pagination. Donc voilà un exemple de standard que j'ai trouvé sur Internet, que je trouvais plutôt bien, qui est comment filtrer par created by, comment order by name, avec le plus au moins au début que je ne connaissais pas. Comme quoi, ça sert de chercher des standards sur Internet et que je trouvais assez intéressant de dire, bon, on va order par ascendant et par descendant, excusez-moi, avec le plus et le moins, donc c'est plutôt cool. Et la pagination, on connaît tous la pagination. Voilà. Mais, donc ceci étant dit, ce que je vois très régulièrement dans les différents softs sur lesquels j'ai pu travailler, finalement, c'est pas de pagination. En fait, j'ai beaucoup vu ça dans les différents projets. Alors, l'impact, il est assez simple à deviner, c'est qu'on télécharge toute la base. Alors, au début, quand on démarre un projet, j'entends souvent dire « Non, mais c'est pas grave, on a 10 projets, ça va bien se passer ». C'est vrai. Mais l'application va grossir, et on va plus avoir 10, mais 100 projets, donc ça va marcher encore. 1000 projets, ça va marcher. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et souvent, quand on appelle sur un problème d'une application qui est trop longue, etc., c'est souvent ça le problème. Et donc, j'ai même vu, c'est pour ça que je vous ai mis l'exemple, des projets souvent où l'API permet de filtrer, mais vu qu'elle ne permet pas de filtrer exactement correctement comme l'utilisateur voudrait, on va faire un perpète -1, c'est-à-dire envoyez-moi tout et je me débrouille. Mais c'est une rustine qui marche 20 ans, mais qui ne marchera pas jusqu'au bout. Donc voilà, si on doit retenir une chose, faites de la pagination s'il vous plaît. Un deuxième point qui est un peu plus pointilleux que je voulais vous repartager, j'ai vu des applications où il y avait des query parameters qui étaient trop gros et qui englobaient trop de choses. Et je vous ai mis l'exemple du filter là. Et il faut imaginer ça avec un gros formulaire de filtre, très très gros, où en fait on se retrouve très vite avec plein de filtres, plein de champs partout, et impossible de comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas un standard. Du coup, les logiciels ne nous permettent pas de visualiser ces données-là comme il faut. Et du coup, on se retrouve à avoir une ligne illisible et donc indébuggable. Et du coup, ça fait des erreurs derrière. Il y a un peu pareil pour le order. Je vous ai mis le order name_desk. J'en ai vu des plus moches que ça. J'avais pas réussi à retrouver d'exemple, mais je me souviens d'avoir vu des calamités sur cette partie-là. Mais globalement, je pense qu'il faut rester dans les standards que je vous ai mis. Soit on fait 2 champs d'affilée, donc order, order by et le sens d'ordering. J'ai perdu le nom, excusez-moi, c'est pas très grave. Soit on essaie de mettre le plus et le moins devant, que j'ai trouvé assez intéressant. Là, le underscore_desk, on va avoir des problèmes avec des champs qui vont avoir des underscores, je pense notamment à first name, etc. Et ça peut être embêtant. Donc, voilà, faire attention aux query paramètres trop complexes et essayer de les réfléchir de manière à ce qu'ils soient un peu utilisables génériquement. Sinon, il ne va pas y avoir d'erreur d'un point de vue code, mais ça va nous embêter pour débugger les filtres, et l'ordering et la pagination, bien sûr. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qui est error management, notamment avec les codes et les messages qu'on renvoie. Je pense que vous connaissez tous les différents retours HTTP. Les 200, tout va bien. Les 400, il y a une erreur, mais elle a été prévue. Les 500, il y a une erreur, pas été trop prévue. Alors, on les connaît. Enfin, il y a des 500 qui veulent dire quelque chose, notamment, je pense, 503, 501, etc., qui ont des messages qui sont assez clairs et qui veulent préciser des erreurs, on va dire, entre guillemets, prévues. Mais voilà. Donc, on connaît tous ces standards-là. Et en fait, finalement, la chose que je vois, en tout cas, que j'ai vu régulièrement, c'est des 400 et des 500 partout. Pourquoi s'embêter à changer les codes HTTP quand on peut toujours mettre le même? Alors, effectivement, ça marche, c'est une erreur, mais c'est assez bloquant. Notamment, quand on envoie une 500 pour une not found, ça commence à être embêtant. Quand on envoie une 400 pour n'importe quelle erreur de traitement, 422, 404, etc., c'est embêtant. Et encore une fois, et pour le moment, ces deux-là, on peut les gérer de manière un peu générique. Ça peut encore fonctionner. Par contre, dès qu'on commence à avoir la forbidden et la token expired en 400, ça devient vraiment problématique pour les applications front qui veulent utiliser notre API pour s'authentifier, parce qu'on ne peut pas faire de traitement générique sur le all token expiré, je vais venir le chercher avec la 401.
on va devoir parser le message et là, ça va plus du tout. Je vous ai mis le petit dernier point, c'est un truc qui m'est arrivé une fois. Je développais sur une application et j'ai pris une 418 error sur une API. 418, pour rappel, c'est I'm a teapot, je suis une théière, avec le message error. Et ben, super. J'ai dû creuser pour trouver le problème parce que c'était assez compliqué. Alors que finalement, une 422 aurait été bien avec un bon message d'erreur. Et d'ailleurs, les messages d'erreur, c'est la deuxième partie. Donc là, on a vu les codes HTTP, les messages d'erreur. Les 3 exemples que je vous mets là sont des exemples qui, pour moi, peuvent fonctionner en tant que message d'erreur. C'est-à-dire qu'on peut mettre des messages un peu comme ça fonctionne. Cependant, le gros problème que je vois assez souvent, c'est que les messages d'erreur ne sont pas consistants sur toutes les entités. C'est-à-dire que pour mon employee, ça va être erreur avec le message dedans. Pour mon job, ça va être erreur avec job, avec le champ à l'intérieur, etc., etc. Et si c'est pas la même chose partout, les traitements génériques sont plus possibles. Et ça devient un vrai problème parce que côté applicatif qui consomme notre API, on va galérer à récupérer les bons messages d'erreur et les afficher. Ne serait-ce que pour afficher un toaster générique du style j'affiche le message que m'envoie le back-end juste en toaster, c'est déjà pas mal. Si c'est pas toujours la même réponse, ça ne fonctionne pas. Voilà, un petit peu pour les messages d'erreur. Ensuite, il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous, qui est assez rapide, hein, mais qui pour moi est important. Le versionning d'API, on connaît tous. Il y a plein de manières de faire. J'ai trouvé plein de manières de faire qui étaient assez différentes et les personnes avec qui j'ai échangé utilisent tous une autre manière. Il y a des arguments pour, des arguments contre, mais globalement, c'est les 3 que j'ai trouvés dans l'URL avec le accept version ou le version dans le accept. Très bien. Fonctionne toutes, je suppose. Mais souvent, ce que je vois, c'est pas de versionning. Et c'est un problème. En fait, j'ai beaucoup eu d'applications où on ne fait pas de version, ça sert à rien, on développe le front en même temps. Et finalement, ils veulent développer un mobile en même temps que le front-end web. Et en fait, il y a une autre chose qui vient de se brancher. Et du coup, maintenant, il est l'heure de MEP, une V2. Et bah là, ça ne va plus. J'ai souvent eu ça et ça aurait pu être anticipé avec juste quelques modifications. Voilà. J'espère en tout cas que mon petit retour d'expérience sur mes 5 ou 6 années vous aura plu. Si vous avez des questions, vous ne pouvez pas les poser en ligne. Du coup, il faudra venir me voir si vous voulez le vendredi. Et sinon, bonne journée tout le monde et au revoir.